Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère. Et aujourd'hui, ce mystère nous fait remonter dans les années 1950, au Kentucky. Certains endroits n'avaient pas changé depuis le début du siècle. Et la ferme des Sutton était l'un de ces endroits, perdu dans la campagne, entre Kelly et Hopkinsville. La grande bâtisse de bois ne proposait que peu de confort et encore bien moins de distraction. Quelques rares meubles en agrémentaient l'intérieur, mais elle ne disposait ni d'eau courante, ni de téléphone, ni de radio, ni de télévision, et encore bien moins de livres. Madame Glennie Langford, une veuve de 50 ans, louait la maison, qu'elle partageait avec ses 3 jeunes enfants, Mary, Charlton et Lonnie, ses 2 grands-fils, John Charley et Elmer, et leurs épouses, Allen et Vera. Restait enfin le frère d'Allen, O.P. Baker, un jeune homme d'une trentaine d'années. Le 21 août au soir, Billy Ray et June Taylor, un jeune couple qui était de leurs amis, vinrent à les visiter. Et comme la famille s'apprêtait à manger, ils leur proposèrent tout naturellement de rester pour le dîner. Vers 19 heures, Billy sortit chercher de l'eau dans la cour, et il se trouvait près du puits, quand soudain, une boule lumineuse traversa le ciel, qui laissa dans son sillage une traînée multicolore, semblable à un arc-en-ciel, et sembla atterrir à quelques centaines de mètres de là, près d'un petit bois à l'arrière de la ferme. Récupérant hâtivement son seau, Billy se précipita à l'intérieur pour raconter aux autres l'incroyable spectacle qu'il venait d'observer. Il leur décrivit l'objet lumineux, soulignant qu'il se déplaçait rapidement, puis il leur expliqua qu'il s'était posé derrière les tables et leur proposa tout naturellement de venir le voir. Mais malheureusement, personne ne prit son histoire au sérieux, et tout le monde pensa qu'il avait vu une étoile filante. Leur pas se déroula sans incident notable, mais à peine venait-il de terminer que le chien, qui se trouvait à l'extérieur, se mit à aboyer furieusement. Ce n'était pas du tout dans ses habitudes. Intrigués, Billy et Lucky, qui n'avaient que 25 ans mais qui étaient les garçons les plus âgés de la maison et de ce fait un petit peu les chefs de famille, sortirent dans la cour. Mais à ce moment-là, le chien, terrifié, courut se réfugier sous la maison et refusa d'en sortir. Se demandant si quelqu'un ne rôdait pas autour de la ferme, les 2 hommes décidèrent alors d'en faire le tour. Et ils se trouvaient près de la porte de derrière quand ils remarquèrent une lueur étrange dans les champs. Cette lueur semblait venir vers eux. Alors la silhouette d'un petit homme lumineux, il devait mesurer à peu près à 1 mètre, commença à se dessiner. S'approchant d'eux, en levant les mains, comme s'il voulait se rendre. Habillé en costume de métal argenté, ou peut-être était-ce sa peau qui brillait ainsi, son corps malingre était surmonté d'une grosse tête qui s'ornait de grandes oreilles pointues, d'une large bouche mince et de 2 yeux jaunes luisants qui saillaient de chaque côté de son visage. Ses jambes étaient fines, courtes, et ses longs bras, qui touchaient presque le sol, se terminaient par des serres. Dans les zones rurales du Kentucky dans les années 50, en cas de danger éventuel, il était d'habitude de tirer d'abord et de poser les questions ensuite. Et les 2 hommes ne firent pas exception à la règle. D'un même mouvement, ils se précipitèrent à l'intérieur pour prendre leurs armes. Puis ils se postèrent à l'arrière du bâtiment et visant la créature qui continuait à se rapprocher d'eux, ils attendirent. Quand elle ne fut plus qu'à 6 mètres, alors sans hésiter ils firent feu. Billy avait un 22 long rifle
Lucky avait un fusil de chasse. À une aussi courte distance, il ne pouvait pas manquer la créature. Les balles résonnèrent comme si elles avaient heurté du métal. La créature bascula violemment en arrière, puis se redressant d'un bond, elle s'enfuit vers les bois, apparemment indemne. Les deux hommes attendirent quelques minutes. Puis comme elle ne semblait pas revenir, ils retournèrent dans la maison. Ils venaient de rentrer dans la salle de séjour quand soudain, une tête monstrueuse apparut à la fenêtre, qui ressemblait à celle de la créature précédente, mais qui portait une sorte de casque, et dont les yeux étaient bridés. La panique gagna alors les femmes et les plus jeunes des enfants. Ils furent rassemblés et installés dans une chambre. Certains avaient si peur qu'ils se cachèrent sous le lit. Billy et Lucky se précipitèrent vers la fenêtre. Mais en les voyant venir vers elle, la créature prit la fuite. Les deux hommes, qui n'avaient toujours pas lâché leurs armes, tirèrent alors sur la petite silhouette qui s'enfonçait dans l'obscurité. Ils étaient certains de l'avoir touchée. Ils coururent chercher son corps à l'extérieur. Billy Ray, qui marchait devant, venait de s'arrêter sous la petite avancée du toit quand soudain une main griffue tenta de l'agripper par les cheveux. Certains des occupants de la maison, qui s'entassaient dans le couloir derrière eux, se mirent alors à crier et attrapant rapidement le jeune homme, ils le ramenèrent à l'intérieur. Lucky, qui se trouvait juste derrière lui et qui avait assisté à toute la scène, se précipita dans la cour, et se retournant rapidement, il fit feu sur la créature, pratiquement à bout portant. Brusquement expulsée du toit, la créature ne s'écrasa pas sur le sol comme il s'y attendait. Elle descendit lentement, en flottant dans les airs sur une distance de 12 mètres, s'éloignant vers la clôture, où un nouveau coup de feu l'envoya au loin. À ce moment-là, il aperçut une autre créature qui le regardait dissimulée sous un érable tout proche. Et aussitôt, il fit feu, aidé de Billy qui venait de ressortir de la maison. Projetée en arrière, la créature flotta doucement vers le sol. Puis elle se mit à courir et disparut rapidement dans les ténèbres. Alors, une autre créature, peut-être celle qui se trouvait sur le toit quelques minutes plus tôt, apparut sur le côté de la maison, pratiquement en face d'eux. Et immédiatement, Lucky tira sur elle, sans plus de succès. Un bruit fut entendu au moment où la balle touchait la créature, qui ressemblait à celui d'un seau en métal qui aurait été frappé. Mais loin de paraître blessée, la créature se releva avec aisance, et, se dissimulant dans les buissons, elle disparut de leur vue. Les deux hommes rejoignirent alors leur famille, qui les attendait à l'intérieur de la bâtisse, et ne sachant que faire, ils décidèrent de se barricader. Les créatures qui se présentaient à eux, une après l'autre, semblaient vouloir les harceler. Certaines avançaient les mains levées, d'autres se montraient aux fenêtres et semblaient les railler. Et s'ils ne virent jamais plus de 2 créatures à la fois, ils estimèrent qu'elles étaient une douzaine, peut-être une quinzaine à les tourmenter ainsi. Alors qu'ils les observaient depuis la maison, ils remarquèrent qu'elles se déplaçaient d'une façon particulière. Leurs jambes ne semblaient pas pouvoir se plier comme celles d'un être humain. Et quand elles couraient, elles le faisaient par des mouvements de hanches. Elles se tenaient habituellement droites, mais quand elles s'enfuyaient, elles se courbaient, et s'aidant de leurs longs bras qui touchaient presque le sol. Leur capacité à flotter était évidente, et si elles ne semblaient pas posséder d'aura de luminescence à proprement parler, leur peau brillait dans l'obscurité et devenait plus lumineuse encore lorsqu'elles étaient touchées ou quand elles criaient. Certains des voisins des Sutton entendirent les détonations, mais pensant que quelqu'un tirait des feux d'artifice, ils n'y prêtèrent guère attention. De nombreuses boîtes de munitions furent vidées avant que Billy et Lucky ne comprennent que leurs armes étaient, au final, totalement inutiles. Ce fut madame Langford
qui leur conseilla d'arrêter, soulignant que bien qu'elles aient été touchées un certain nombre de fois, les créatures ne s'étaient jamais montrées réellement agressives, et au final elles n'avaient attaqué personne. Cependant, comme elles ne semblaient pas vouloir partir et qu'à chaque fois qu'elles s'approchaient des fenêtres les enfants devenaient hystériques, elle suggéra aux deux hommes de prendre chacun une voiture et de foncer jusqu'au poste de police le plus proche. Ainsi en fut-il décidé. À 23 heures, profitant d'une accalmie, tout le monde se précipita dans les voitures. Puis Billy et Lucky prirent le volant et ils partirent pour Hopkins, à une trentaine de kilomètres de là. Une demi-heure plus tard, les deux voitures s'arrêtèrent devant le poste de police, et les deux familles en descendirent, très agitées et visiblement effrayées. Nous avons besoin d'aide, déclara l'un des hommes à la police. Nous les combattons depuis près de 4 heures. Une fois à la ferme, les policiers qui avaient été rejoints par 3 shérifs et 4 militaires remarquèrent que les fenêtres avaient été sérieusement endommagées, que de nombreuses douilles traînaient sur le sol et qu'une balle avait traversé une moustiquaire, mais malheureusement, aucune créature n'était visible. Une fouille minutieuse s'ensuivit, et la tension était grande. À un certain moment, alors qu'ils s'avançaient dans le noir, l'un des hommes marcha accidentellement sur la queue d'un chat, qui se mit alors à miauler, et tous les policiers sortirent leurs armes, plus vite qu'ils ne l'avaient jamais fait sans doute de leur vie. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace prouvant qu'un engin s'était posé derrière la ferme, comme Billy l'avait affirmé. Mais lorsqu'ils fouillèrent la zone près du bois, ils remarquèrent une lueur verdâtre près de la barrière, exactement à l'endroit où avait été touchée l'une des créatures. Étrangement, cette lueur verdâtre disparut le lendemain. Les policiers en conclurent que les témoins étaient vraiment terrifiés. Ils n'avaient aucun doute à ce sujet, et qu'ils étaient sincères. Cependant, comme les Sutton et les Taylor ne pouvaient vraiment avoir vu les choses qu'ils décrivaient, ils cherchèrent une explication plus logique, se demandant tout d'abord s'ils n'avaient pas abusé de boissons alcoolisées. Mais rien ne semblait en attester, et songeant ensuite que quelqu'un leur avait peut-être joué un tour, c'est ce qui leur parut au final le plus plausible. Alors, comme ils ne pouvaient rien faire de plus à 2h15 du matin, les policiers repartirent, laissant seules les familles, qui semblaient malgré tout toujours aussi effrayées. 2 officiers de police retournèrent à la ferme dans la matinée, mais certains des voisins des Sutton les informèrent que tout le monde était parti à Evansville, chassés par les créatures qui étaient revenues vers 3h30 du matin, se montrant aux fenêtres, griffant la maison et marchant sur le toit jusqu'à l'aube. Le journal, le Kentucky News Herald, se fit l'écho de l'affaire le jour même, puis la radio commença à en parler et de nombreux curieux se précipitèrent à la ferme, espérant voir les petits hommes ou au final se moquer des Sutton. Les journalistes s'empressèrent d'interroger les femmes qui s'étaient retournées chez elles, et un croquis des créatures fut réalisé d'après leur description. Si le chien était enfin sorti de sa cachette, le chat de l'une des fillettes se montrait tellement nerveux qu'elle avait du mal à le maintenir. Le soir venu, quand les hommes de la famille rentrèrent du travail, une file de voitures d'au moins 800 mètres bloquait la route dans les 2 sens, et des journalistes les attendaient, qui leur demandèrent de décrire les créatures. Un nouveau portrait fut alors esquissé, qui fut confronté au premier, et se révéla quasiment identique. Au début, les Sutton, plutôt embarrassés par toute cette publicité, demandaient aux curieux de partir. Mais comme rien ne semblait les décourager, ils installèrent une pancarte, leur proposant de payer $1 pour rentrer dans la propriété, et $10 pour plus d'informations. Certains les accusèrent alors d'avoir tout inventé pour se faire de l'argent. Mais selon le chef de la police, ils étaient des gens simples, religieux, et l'hypothèse était peu crédible.
Aux critiques qui leur furent faites, les Sutton répondirent qu'ils cherchaient par ce moyen à dissuader ceux qui pénétraient sur leur propriété, et parfois même dans leur maison, sans demander l'autorisation. Quand ils étaient interrogés séparément, chaque membre de la famille décrivait exactement la même chose, sans jamais changer aucun détail de l'histoire, ni se contredire, mais soulignant l'absence de preuves. Certains les soupçonnaient d'avoir vu les monstres dans le fond d'une bouteille. Lors de leur visite, les policiers n'avaient rien remarqué qui pouvait accréditer cette thèse, mais le lendemain de l'accident, un visiteur avait prétendument avoir trouvé quelques canettes de bière dans une poubelle, jetant le trouble dans les esprits. Cependant, tous les occupants de la maison avaient vu les créatures, même les plus jeunes des enfants, et tous en donnaient la même description que leurs aînés. Et plusieurs observations d'ovnis avaient été rapportées dans la région cette nuit-là, que rien ne pouvait expliquer. Si les premiers articles ne faisaient état que de petits hommes sans autre qualificatif, bientôt, certains journalistes, voulant sûrement pimenter un peu l'affaire, les qualifièrent de petits hommes verts, et ce nom leur resta. Puis comme les gens cherchaient toujours à résoudre le mystère et que la sincérité et la sobriété des témoins ne pouvaient pas être remises en question, différentes explications furent proposées qui rivalisaient de bêtises. Une rumeur courut, alors qu'un ou plusieurs singes s'étaient échappés d'un zoo ou d'un cirque ambulant. Cependant, personne ne semblait avoir perdu de singe, et rien ne prouvait cette théorie. Selon certaines sources, l'armée de l'air avait visité la ferme dès le lendemain de l'incident, classant le dossier comme non résolu. Mais en 1957, le major John Albert, de l'US Air Force, donna publiquement sa conclusion que l'enquête, déclarant que les témoins avaient vu un singe peint en argenté qui s'était échappé d'un cirque, et que Madame Langford avait exagéré les faits. Peu de temps après, Isabelle Davis, une ufologue réputée pour son scepticisme, rejeta cette explication, la qualifiant de purement spéculative et de totalement absurde. Les singes sont des créatures velues, les singes ont de longues queues, les singes sont des bavards notoires, et quand les singes sont touchés d'une balle, ils saignent et meurent. Alors, aucune sorte d'illusion d'optique ne peut expliquer une méprise de cette ampleur. En 2003, le Kentucky News Era publia le témoignage d'un homme nommé Kanzler, qui prétendait avoir assisté aux événements de 1957 et qui accusait les frères Sutton d'avoir fait une blague en se servant d'un chat. Cette audacieuse hypothèse fut surnommée la théorie du chat de Kanzler. En 2007, Geraldine Sitt, la fille d'Elmer Sutton, fit publier un livre, Alien Legacy, qui reprenait l'histoire de la rencontre telle qu'elle l'avait entendue de la bouche de son père. Persuadée de son authenticité, elle expliquait avoir les raisons de sa certitude. Ce qui lui était arrivé était quelque chose de grave pour lui. Il disait que ça lui était arrivé à lui. Il disait que ce n'était pas drôle. Il disait que jamais il n'oublierait cette expérience. Elle était restée intacte dans son esprit jusqu'au jour de sa mort. Il ne souriait jamais quand il la racontait, car ce qui lui était arrivé n'avait rien de drôle. Il devenait pâle et vous pouviez le voir dans ses yeux. Il était toujours terrifié. Une explication différente qui connut un grand succès fut avancée par Renaud Leclay, un ufologue français, qui pensait que les occupants de la ferme avaient été attaqués par certains rapaces nocturnes particulièrement agressifs, comme les grands-ducs d'Amérique, réputés pour défendre farouchement leur nid. Selon cette théorie, qui fut reprise par Joe Nickell dans un article du Skeptical Inquirer, aucun volatile n'avait été touché par les balles, et les bruits métalliques qui avaient été entendus venaient tout simplement de l'impact des projectiles sur divers objets de la ferme, comme la clôture par exemple. L'objet volant n'était qu'une météore particulièrement lumineuse. Quant à la peau brillante des créatures, elle n'était qu'une illusion donnée par les lumières de la maison. S'il est amusant de constater que l'hypothèse des oiseaux est automatiquement avancée dès que l'observation d'une créature volante est rapportée, elle est particulièrement méprisante pour les témoins
car elle sous-entend que les Sutton, qui vivaient dans une ferme isolée en pleine campagne depuis des années, n'auraient pas su reconnaître un malheureux hibou ou le toucher avec un fusil à moins d'un mètre de distance. Alors que penser de cette affaire? Parce qu'au final, est-ce que les Sutton avaient trop bu? Est-ce qu'ils ont tout inventé? Ou est-ce autre chose? Est-ce autre chose qui résiste aux balles? Peut-être les Sutton étaient-ils aussi de mauvais tireurs? C'est possible. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder avec les oracles et voir, ou plutôt essayer de comprendre ce qu'ont pu voir cette famille en ce jour. Comme je vous l'ai dit, que penser de cette affaire Sutton? Qu'ils aient voulu monter un canular? Peu probable. Les policiers auraient compris. Or, les policiers ont bien affirmé que tout le monde était terrorisé. Alors quoi d'autre? Des singes? Est-ce que vous y croyez, vous? Moi pas. C'est possible, je peux me tromper. Mais quand même, des singes qui résistent aux balles, je n'en connais pas. Et puis des singes de 1 mètre de haut, des gorilles. Je ne suis pas un spécialiste en singes, mais bon, là encore, on a des doutes. Et puis le chien effrayé. Peut-être aurait-il été effrayé par des gorilles, effectivement. Mais là aussi, c'est quand même troublant. Et puis cette tache fluo verte qui a été constatée par les policiers et qui disparaît une journée après, on reste sur quand même beaucoup d'interrogations. Alors, on va essayer de demander des choses très simples à l'oracle. La première d'entre elles, dans quel état étaient les Sutton en ce jour où ils ont cru voir, et je dis bien cru, c'est volontaire de ma part, c'est ne pour pas influencer le tirage. Si j'avais mis vu, ça voulait dire, si j'avais prononcé vu, ça voulait dire que j'accordais foi à leur récit. Ce n'est pas que je n'y accorde pas foi, je laisse une ouverture que tout le monde se soit trompé. Donc, comment étaient les Sutton en cette journée où ils ont cru voir quelque chose qui leur semblait terrifiant? En ne laissant pas du tout sous prise d'addiction, on aurait eu cette carte despotisme martienne. En ne laissant même pas cette journée particulièrement agressif, comme des gens surexcités, drogués au LSD, pourquoi pas, vous voyez, c'était les... Voilà, ça donne des idées. En réalité, là, non. Ils étaient plutôt dans une forme de lumière. Nous avons une carte solaire. Ça évoque des gens qui étaient paisibles et qui s'apprêtaient visiblement à le rester. Peut-être allait-il faire quelques travaux, vous voyez, c'est ce qui semble être indiqué par l'oracle. Bref, une vie simple pour des gens simples. Il n'y avait donc rien de particulier chez eux. La seconde question, c'est qu'ont-ils pu voir? Qu'ont pu voir? Qu'est-ce que les Sutton ont pu voir en ce soir-là? Alors nous avons l'étoile de l'homme. Alors, euh, l'étoile de l'homme. Vous allez me dire, ils ont vu des hommes et ils se sont trompés. C'est une possibilité. Mais il faut voir que l'oracle de Béline ne peut pas répondre aussi précisément. Il n'y a pas de carte, c'est marqué, ce sont des aliens. L'oracle de Béline n'est pas un oracle
moderne au sens où on voit des oracles surgir chaque jour, être imprimés chaque jour avec la tête des présidents, des aliens, etc. L'oracle date quand même du Magénemon, je vous rappelle, même s'il a été remis au goût du jour par M. Béline, euh, cet oracle est un oracle avec des symboliques anciennes. Donc, on peut déduire qu'ils ont vu quelque chose ressemblant à un humain, de type humanoïde. C'est vrai, ça laisse une question en suspens, humain ou extraterrestre. C'est vrai, le doute est permis, mais il ne faut jamais en voyance conclure sur ce que l'on a envie de dire. On conclut sur ce que l'oracle nous montre. Là, l'oracle montre que les Sutton étaient en état non pas d'ébriété, mais tout à fait normal, et ils ont vu quelque chose qui ressemblait à des humanoïdes. L'étoile pourrait laisser penser qu'il venait des étoiles, comme on dit fréquemment, donc des aliens. Mais je me laisse le doute. Par contre, ce que je vais demander à l'oracle, que cherchaient ces créatures en venant vers les Sutton? Parce que rappelez-vous, dans le récit, avant de retourner la carte, je vous fais ce petit point, dans le récit, la première fois, la créature venait tranquillement en levant les mains. Était-ce pour faire un signe de paix ou pas? Pour se rendre, il y a plusieurs interprétations possibles. Et il venait très clairement en paix. Nous avons une carte vénusienne. Vénus, ce sont les étoiles, je vous le rappelle. Vénus, c'est une planète. Ça ne veut pas dire qu'ils venaient de Vénus, mais ça veut simplement dire qu'ils étaient en paix. Vénus est une carte d'amour. Il n'y avait pas de fond méchant, de fond agressif. On aurait eu une carte martienne ou lunaire. Lunaire aurait pu être interprété en voulant faire peur. Une carte martienne en voulant se battre, avec un côté agressif. Ici, il n'y avait pas non plus comme Jupiter l'idée de commencer des discussions et de revenir. Là, c'était une venue tout à fait en paix. Dans l'idée, finalement, je pense de trouver une forme d'aide, une main tendue, qu'ils n'ont pas trouvée. Les mentalités étaient différentes. Nous étions sur des gens de campagne, et comme je vous l'ai dit là aussi dans le récit, on tire d'abord et on discute après. Qu'est-ce que sont devenus ces gens, ces créatures? Eh bien, regardez, ils ont continué. Nous avons une carte jupitérienne qui montre une certaine continuité. Ils ne sont donc pas morts, ils n'ont pas disparu. Ils ont réussi quelque part, parce que nous avons des lauriers de réussite, à rejoindre là d'où ils venaient. La carte de la renommée est aussi une synonyme de réussite. C'est la gloire, donc c'est la réussite, si vous voulez. Donc vous voyez que là, quelque part, ils ont bien vu des créatures de type humanoïde, je vous le redis, qui venaient en paix, ils cherchaient une main tendue, et ils sont simplement repartis. Alors oui, c'est vrai, ils sont venus tourmenter cette famille le reste de la nuit, mais parce qu'il y avait une forme d'incompréhension. Et s'ils avaient voulu être agressifs, nul doute que ce serait très mal passé pour les Sutton. On est sur une forme d'incompréhension de langage. Ils sont partis, ne sont pas revenus. Des créatures agressives seraient revenues toute la journée, ne seraient même pas partis d'ailleurs. Pourquoi seraient-ils partis? On est sur quelque chose, il s'est passé quelque chose, et pour moi, avec cette carte, et puisqu'ils sont repartis, l'être humain, ça aurait été des hommes, il serait revenu jour après jour, semaine après semaine, vous voyez. On n'aurait pas eu cette carte-là. On est bien sur
des créatures qui venaient d'ailleurs, d'un autre monde, et qui sont reparties. Eh bien écoutez, à présent, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire sur utervoyant@gmail.com. Vous pouvez m'écrire pour me soumettre des tirages. Regardez avant, notamment pour les colcaise et les mystères, si je ne l'ai pas déjà traité. Hein, ça arrive parfois que vous me demandiez des sujets que j'ai déjà faits, ou si je vous invite à les regarder tout simplement dans les rubriques adéquates. Et puis, si vous souhaitez des questions pour vous, vous avez des interrogations, vous pouvez m'interroger, je réponds gratuitement à des questions précises, accompagnées de votre date de naissance. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, ça m'évite de vous la redemander et finalement de vous faire attendre pour avoir votre réponse. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.